Bonjour à tous. On va faire en deux temps, une partie générale pour présenter l'entreprise Rocket. Mais je pense que c'est bien de vous rappeler ou de vous montrer un peu ce qu'on fait. Donc moi, je suis responsable développement durable et énergétique. Qui prendra donc l'énergie. Bon, elle n'a pas son importance, on va dire, pour le moment. L'entreprise Rocket, c'est donc une entreprise encore familiale avec des dans la famille. Et souvent, je dis, on est grande entreprise, mais on est petit par rapport aux autres grandes entreprises. Alors, pourquoi petit? D'affaires de 3,4 milliards d'euros et 10 000 collaborateurs. C'est un grand groupe. On a 21 sites industriels par le monde, notamment en Europe, en Asie, Inde, on le sort de l'Asie, au niveau de la géographie. On raisonne et aux États-Unis. Notre activité est donc on utilise donc des matières premières végétales, millions de tonnes de matières premières, on verra ensuite. Donc on a une activité qui est une activité amidonnière. Ce qui nous intéresse dans la céréale, c'est l'amidon. C'est vrai qu'avec cet amidon, on va faire des tas de produits différents. On est premier acteur de l'industrie amidonnière en Inde et en France, dans le monde, et deuxième au niveau de l'Europe. Au niveau de nos marchés, pour vous, l'amidon, ça représente peut-être l'amidon que nos grands-mères utilisaient pour amidonner l'école et que c'est un bien-être. Quand ça a bien changé, cet amidon, on peut en faire des tas de choses. Et donc, on est dans la pharmacie, la cosméto, l'alimentation, la nutrition, la santé, nutrition animale, le papier carton, et la chimie bio-industrie. Alors, juste quelques exemples au niveau de la pharmacie, j'en prends un par application. Au niveau de la pharmacie et de la cosméto, on est par exemple leader en produits injectables, c'est-à-dire qu'elle est à l'hôpital et on une perfusion, soit du dextrose ou du glucose, et ce sera un produit qui viendra de nous, seulement vous ne le saurez pas. On est en donc de nos clients. Donc ça, c'est pour la pharmacie et la cosméto. On est en alimentation, nutrition. Donc, par exemple, on a des produits, des amidons modifiés, qui sont des produits qui épaississent les sources. Nutrition animale, j'en parlerai par la suite. Ça concerne essentiellement amidon et céréales. Dans les céréales qui rentrent dans nos usines, 100% est valorisé. On utilise l'amidon, mais tous les produits de l'amidon vont être valorisés en nutrition animale. Carton, on a des produits qui permettent, par exemple, là vous écrivez sur des feuilles de papier, il y a des produits qui permettent que la feuille de papier fasse lisse. On écrit bio-industrie, par exemple des produits qui vont retarder ou accélérer les bêtises. Donc, les amidons. Je vous le disais, nos céréales, on a le blé, le maïs, la pomme de terre, le pois. À chaque à peu près le même principe. Là, ce qui nous intéresse, c'est l'amidon, donc l'amidon de pois, l'amidon de blé, l'amidon de maïs. Dans le cas de la pomme de terre, on parle de donc une céréale. Mais voilà, par des étapes, souvent des étapes physiques, on va c'est pas d'amidon, des fractions solubles, des grasses, notamment dans le cas de maïs, l'huile, par exemple de l'huile de maïs, fibres et ensuite des fractions protéinées. Ces fractions-là, dans tout ça, rien ne sera ajouté, tout sera valorisé dans des applications, donc en nutrition animale. Au final, ce qui nous intéresse, c'est l'amidon. Juste pour vous montrer ce que c'est avec cet amidon, pour revenir à mon premier métier qui est un métier d'ingénieur chimiste, mais je vais essayer de vous l'expliquer simplement. L'amidon, il faut imaginer que c'est un collier de perles avec un glucose, un collier de perles qu'on ouvre. Le collier de perles, on peut faire plusieurs choses.
peut l'utiliser tel quel et on va obtenir des amidons qui peuvent être des amidons natifs. On peut aussi aller y greffer des petites molécules, des choses différentes, et on va obtenir donc des produits qui vont être des produits modifiés, des aminos modifiés, notamment ce qu'on trouve dans le cas des épices pour les soupes ou pour les sauces. Si les perles, on peut aussi le couper. On peut le couper en petits bouts, en gros bouts. Coupe en gros bouts, on va obtenir des produits qui sont par exemple des sucres de glucose, des maltodextrines, et donc ces produits-là, c'est des produits qu'on trouve essentiellement dans l'alimentation humaine. Et si on le coupe vraiment en tout petits bouts, on va obtenir un seul motif, le glucose ou le dextrose, même chose en termes de molécules, et donc là, on va être vraiment sur ce qu'on appelle le monomère de cette chaîne. Ce produit, mais aussi les produits de glucose, peut aller ajouter des éléments comme de l'hydrogène dessus. Donc on va obtenir une autre partie du produit, enfin une autre catégorie de produits, les sirops de glucose hydrogénés ou les polyols. Alors juste un exemple, le polyol, c'est quelque chose que vous utilisez sûrement tous les jours, puisque c'est ce qui permet à votre dentifrice de pas durcir lorsque vous oubliez de remettre le bouchon. C'est un des produits qui rentrent dans la fabrication des dentifrices. Donc là, on était sur la partie plus hydrogénation. On peut aussi faire des produits, donc on est plus dans la chimie, on est plus dans la fermentation. Et on va obtenir là des produits, par exemple des acides. Ces produits peuvent rentrer notamment, on en trouve dans tout ce qui est charcuterie, dans la charcuterie pour éviter l'oxydation des fruits. Donc voilà, donc juste pour vous montrer qu'à partir d'une molécule que je qualifie, donc qui est par le ouvert, on peut faire plus de produits. Tous ces procédés souvent se passent dans l'eau pour les clients. Imaginez bien qu'à la fin, le client, il n'accepte qu'on lui vende de l'eau. Donc ces produits, on doit les notre activité est consommatrice d'énergie et donc on a énormément d'actifs au niveau de l'énergie. L'énergie, pour nous, c'est notre deuxième poste notre partie. La Jean-Pierre qui va vous en dire un peu plus sur l'énergie. Comme vient de vous l'expliquer Anne Lambin, on a effectivement des clients qui sont exigeants. Nos clients veulent de la matière sèche et non pas de l'eau. Notre problématique, c'est qu'on a un solvant, l'eau. On passe par des problématiques d'évaporation, également beaucoup de consommation et à problématiques liquides ou pneumatiques. Le broyer, donc des consommations. Je dirais que comme toutes les grandes industries énergivores en France, on est soumis à une réglementation, donc la partie ETS au niveau des quotas de CO2, au niveau des bilans GES, et également prochainement au niveau de l'audit énergétique. Comme le débat depuis ce matin tourne autour de ça, on peut quelque part dire et puis se contenter de suivre la loi ou essayer de devancer les contraintes, transformer ces contraintes en opportunités. Vous la signalez également, Madame Lambin, notre budget énergie est le deuxième budget de dépenses requête. Et parfois, au niveau des prix de revient de produits, arrive en tête impactant nos produits. On a décidé de mettre en place des indicateurs permettant de monitorer nos performances en termes énergétiques, gaz à effet de serre rejeté, à la fois des domaines liés à l'énergie, au GES, indicateurs pour je vais faire la pub pour l'ouvrage que Anne publie tous les ans. On publie, comme beaucoup d'entreprises, un rapport de développement durable. Donc, vous consultez notre site internet, vous pouvez télécharger notre rapport de développement durable et vous retrouvez de très nombreux indicateurs. Je me contenterai de n'en présenter peu. Ces indicateurs, on s'est gratté la tête pendant quelques années pour répondre à un besoin de communication. Première chose, besoin de progrès. Tout indicateur, pour que cet indicateur soit stable et pertinent au niveau de l'entreprise, il faut qu'il ait une signification au niveau du top management, mais également
une signification sur le terrain, que les acteurs de terrain puissent objectiver ce rendement. Le premier indicateur, pardon, c'est un peu ce que je vais dire, le premier indicateur est un reflet du rendement de nos chaufferies. Je l'ai dit, on utilise énormément de chaleur, sous usine, France, atelier de production de vapeur. Je vais donner un ordre. Et l'usine qui est la plus proche de l'ESM est la deuxième plus grosse de France. On produit 5 fois plus de vapeur que le réseau tisseur de la ville de Lille. Et on produit en moyenne de l'ordre de 240 à 250 tonnes de vapeur. De vapeur, alors, ce n'est pas la même, mais c'est vrai pour l'ensemble des groupes retraites. Le rendement, le suivi du rendement des chaufferies, c'est quelque chose de prépondérant pour nous. Contre un pays à un autre, le rendement de référence peut être le même. En France, on est principalement basé sur une ressource naturelle, où la discipline de portefeuille. On a de démarche de progrès également vis-à-vis des GES qui intègrent énergie verte. Sur du considérer qu'on a une chaufferie biomasse, des rendements différents. On a aussi des sites étrangers, de l'Inde et de la Chine en particulier. On a une feuille qui nous permet d'utiliser encore le charbon, parce que c'est une ressource locale extrêmement utilisable. On utilise, on a aussi un facteur économique. Ça n'a pas les mêmes rendements plus qu'en termes de référence. La question de savoir comment on pouvait intégrer ça, on a pris comme référence la directive européenne, qui est la directive 2004, qui nous fixe un rendement de référence par rapport à des chaufferies gaz naturel, fuel, charbon, bois, biogaz et biomasse agricole. On a intégré ça pour chaque site. Notre objectif, c'est d'avoir un indicateur local. Rendement de référence, même à son rendement de référence sur ce site. Le rendement de référence est pondéré en fonction de chaque production, pondéré au niveau d'un site, pondéré au niveau de chaque site pour agglomérer ça au niveau d'un pays. De la même façon, on fait une agglomération au niveau national, la région, et on agglomère au niveau groupe. Donc on suit au niveau groupe également les résultats. L'objectif étant supérieur à 1. Au-delà de 1, ça veut dire qu'on est au-delà du rendement de référence. Ah, si je vous ai présenté les résultats du groupe 2009, l'indicateur est depuis quelques années maintenant, bien évidemment, ce n'est pas le seul suivi qu'on réalise. Nous, le suivi le plus pertinent, les plans d'action sont menés par rapport au groupe soit correct. Au-delà de 1, c'est une chose. C'est bien que les résultats d'un pilote diverses, on met nos actions sur les sites plus en retard, essayons de tirer tous les sites les plus en avance. Plus en avance, je pense du côté d'ici, c'est extrême où on est au-delà de 1,06. Les rendements plus élevés. Ce point qui nous a semblé important, c'est de dire, surveille grosse production d'énergie, notre grosse par derrière, il faut aussi la mise en œuvre de cette énergie sur nos produits. Le premier réflexe, c'est de suivre une analyse de cycle de vie, d'autres indicateurs. Ces indicateurs d'analyse de cycle de vie auraient été de suivre GES, ou par équivalent CO2 ou en équivalent carbone de produits générés. Sambin vous a présenté tout à l'heure la diversité de nos produits et la diversification de nos produits. C'est impossible puisqu'on a plus de 100 produits dans le catalogue avec des fluctuations d'une année à une autre. Automatiser le calcul et instrument, je dirais, informatique pour pertinent. Plutôt choisi sur les économies de CO2, nos actions générées, pouvoir les objectiver. On a bâti ça, on s'est inspiré d'un système français qui existe, 2E, on en a parlé juste avant,
Les C2E, nous, on les parents pauvres des C2E parce que c'est tellement énergivore qu'il n'y a pas droit. Droit que sur la partie électrique, il n'y a pas le droit sur la partie thermique. On dirait on a nos quotas, et on a intérêt à réduire nos quotas. On s'est inspiré des C2E et on est même allé au-delà. C'est des actions qui ne sont pas couvertes de C2E, je pense notamment récupération de chaleur fatale au niveau de l'industrie, des évaporateurs, recompression mécanique, de l'ordre d'un mégawatt électrique, en puissance appelée. Donc, l'idée était de capitaliser l'ensemble de ces actions et généraliser sur l'ensemble des usines et capitaliser ça au niveau groupe, obtenir l'objectif. L'objectif est indiqué, objectif 2017, 120 000 tonnes de CO2 évitées, l'ensemble des actions, non seulement les actions qui sont mises en œuvre, mais c'est un suivi. On met en place une action, installer une recompression mécanique de vapeur, une action, ça risque, il ne suffit pas de faire, aussi que cette action perdure. On suit cette action dans le temps, c'est-à-dire que si l'action est des cumulés actualisés, nous on ne fait pas de cumulé actualisé, on fait du cumulé annuel. Si l'action 3-4 ans après, suivie par la partie d'exploitation, on en tient compte, que si on a sous-exploité l'outil, la quantité de CO2 évitée diminuée des données propres d'exploitation. Je vous ai mis également le graphique depuis 2009. Donc vous vous rendez compte, 2011, un petit plat. Ce petit plat, il est illustré parce que je viens de juste vous dire. 2011 a été une année de ralentissement au niveau de l'activité du groupe Rocket. Les outils ont été exploités, un peu tassés. Contre 2012, a pris, je dirais, un gap. Un des exemples que je vais vous indiquer après, c'est la chaudière biomasse de Banheim qui a été mise en œuvre. Ça nous a permis de faire beaucoup d'économies de CO2. Puis, un petit peu, je vais revenir, merci. Sur l'année 2013, parce que souvent on a un peu, j'ai parlé des chaufferies charbon, un peu aussi tendance à les Européens, nous on tire le bateau des GES, signaler que le gap entre 2012 et 2013, c'est dû à l'Europe, c'est dû à nos collègues américains sur lesquels, c'est des chaufferies charbon, on a mis en place des œuvres de récupération de calories. À rendre hommage à nos collègues américains, ce gap est dû aux collègues américains qui aussi font des économies de TES. Je vais vous illustrer 2-3 exemples. Oui. Un exemple, là encore sur l'usine de l'Étrême, donc c'est de la récupération de chaleur fatale. À 2 trains de cogénération qui produisent chacun 40 MW électriques et qui génèrent jusqu'à 150 tonnes de vapeur. Alors, jusqu'à 2-3 ans, on émettait des fumées à 105 degrés et 450 000 tonnes de vapeur, de buée envoyées à l'atmosphère. Ça appauvrit ces fumées et pour récupérer de la chaleur, de l'eau chaude, montée jusqu'à 85 degrés. Donc on a ainsi généré une économie de 22 000 tonnes de CO2 par an, 10 000 MWh thermiques par an, à un budget d'investissement de l'ordre de 4 millions d'euros. Le payback de l'investissement était dans un ordre d'idée intéressant pour l'industrie, donc inférieur à 3 ans. On peut mettre en place des choses intéressantes, des paybacks performants. Ce qu'on peut mentionner effectivement, c'est qu'on approche la température de condensation des fumées à 48 degrés. Cet exemple, c'est la chaufferie biomasse de Banheim, à 76 000 tonnes de CO2 par an. Gros, à ce jour, BCIA j'ai réalisé 21 millions d'euros d'investissement, dont la moitié d'aide de la part de l'ADEME. Préciser que non seulement cette aide financière, son chaleur n'aurait pas pu réaliser parce que ça n'en prend en compte en termes de payback nos objectifs industriels. L'ADEME, le groupe Rocket n'aurait pas réalisé cet investissement. Deuxièmement, même après la décision de l'investissement, on parlait des contraintes. On parlait tout à l'heure des contraintes réglementaires. Il n'y a pas que les contraintes réglementaires, mais aussi les contraintes de nos belles administrations. Et son soutien de l'ADEME, parce que là, comme c'était un gros dossier, il a fallu qu'on remonte jusqu'à la communauté européenne sur les lois. L'ADEME, on n'y serait jamais arrivé. Donc, merci beaucoup aux gens de l'ADEME, parce que sans eux,
est arrivé au bout. On consomme 145 000 tonnes de bois, donc point important, hein, bois qui n'est pas en concurrence avec le bois d'œuvre. Hein. Tout PCIA a un plan d'approvisionnement qui a été validé par la préfecture de Strasbourg, qui a donné l'accord d'utilisation de ce bois, et bois impropre au bois d'œuvre. On génère 43 MW thermiques de chaleur. Le site de Bannheim présente également un autre avantage. Le site de Bannheim est installé le long du Rhin, donc dans le fossé rhénan. Et, historiquement, des forages avaient été faits dans les années 70, après le choc pétrolier, pour trouver du pétrole. Malheureusement, on a trouvé du pétrole. C'est une bonne idée qui était présente, mais qui n'a pas été exploitée. Beaucoup de rapports sont conclus en disant pétrole et malheureusement il y a de l'eau chaude. Il y a quelques années, avec le groupe ES, le groupe ES, le ES Électricité EDF, donc ES depuis quelques années un gisement géothermie pour faire de l'électricité. On s'est posé la question de savoir si nous on pouvait pas utiliser ce gisement de géothermie pour de l'eau chaude, des calories, approvisionner notre usine de calories. C'est un projet long, hein, c'est pas un projet chaufferie, une chaufferie en sous-sol. Donc il y a eu un temps de maturation. C'est également dans le fond chaleur. On a créé une JV, 30% de Strasbourg, 30% Roquette et 20% Caisse des dépôts. Le projet a mené rapidement. Et, au mois de septembre, on a eu le forage du deuxième puits. Ça a confirmé qu'on devrait être dans les ordres de 24 MW thermiques produits, une température acceptable en termes de performance, donc de l'ordre de 150 degrés. On va circuler, comme on le voit sur le diagramme, faire circuler de l'eau à une profondeur de 2,5 km, remonter cette eau chaude au niveau d'une tête de puits, changer la chaleur sur une eau déminéralisée. L'eau va tourner en rond, on n'est pas du tout sur de la fracture hydraulique. Dans la salle, on ne fait pas de gaz de schiste. On utilise juste de la chaleur venant du sol. On tourne en rond, l'eau pompée, réinjectée, reprend sa place initiale, récupère cette chaleur, l'échange au travers d'échangeurs de tête de puits, utilise une technologie qui est bien connue en France, notamment exploitée sur les réseaux de chaleur. Voie la chaleur, l'autoroute, une voie ferrée, et on arrive dans notre usine. On va exploiter ces 24 MW thermiques de consommation. On renvoie la chaleur, 50 degrés, on renvoie de l'eau chaude, appauvrie, degrés. On tourne en rond, donc on a un beau chauffage central de 34 km de long, où on consomme la totalité des calories, pratiquement 2 degrés de perte. 40 000 tonnes de CO2, 5 millions d'euros d'investissement, encore un projet réalisé avec l'ADEME. En concours de l'ADEME, là encore, il faut aller au bout.